Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À peine installé, le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, veut réformer. Le numéro 1 du pays veut réduire les pouvoirs présidentiels pour garantir le bien de la démocratie. C'est désormais au Parlement de statuer sur cette requête plutôt insolite. Le Cameroun fait partie des pays qui ont décidé de mener une lutte acharnée contre une maladie assez peu connue qui porte le nom de Noma, une infection qui touche principalement les enfants de 2 à 6 ans. Plusieurs personnalités se sont levées pour aider à éradiquer cette maladie qui peut s'avérer être mortelle. Et au Mozambique, l'utilisation des sacs plastiques sera interdite dès 2021. Ce pays d'Afrique australe vient ainsi s'ajouter à la trentaine d'États africains qui ont déjà adopté cette législation pour lutter contre la pollution. Mais cette politique anti-plastique ne sera pas imposée à certains secteurs d'activité. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, la journée de ce jeudi 13 août a été émaillée d'incidents et de violences en Côte d'Ivoire. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays suite à l'appel lancé par des groupes proches de l'opposition pour dire non à la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020 pour un 3e mandat. Des manifestations non autorisées par le gouvernement. La situation a rapidement dégénéré en affrontements entre manifestants et policiers ou encore entre partisans pro et anti-pouvoir, notamment à Daoukro et à Bonoua. Le bilan fait état d'au moins 4 pertes en vie humaine. Le parti d'opposition PDCI parle même de près de 90 blessés pour la seule ville de Daoukro. Le contre-courant pris par le nouveau président du Malawi en a surpris plus d'un. Dans son récent discours à la nation, Lazarus Chakwera, qui est arrivé au pouvoir en juin 2020, a réaffirmé son intention de réduire les pouvoirs présidentiels. Une requête plutôt insolite à l'heure où plusieurs présidents travaillent pour un plus grand renforcement de leur pouvoir. Mais pour qu'il soit effectif, ce projet doit encore être entériné par le Parlement. Les explications d'Ashley Duprat. Une approche nouvelle de la démocratie se profile au Malawi. Élu le 28 juin dernier, l'ancien pasteur chrétien évangélique devenu le chef de l'État malawite Lazarus Chakwera a annoncé dans une adresse radiophonique à la nation sa volonté de réduire ses pouvoirs. Je pense que vous savez maintenant que je ne dis rien à moins que je ne le fasse. Mais pour y parvenir, j'ai besoin de votre soutien. La réduction des pouvoirs présidentiels est un effort collectif. Il faut dire qu'en accédant à la magistrature suprême, le président Chakwera a également hérité de bon nombre de titres, chef du gouvernement, commandant en chef des forces armées, mais aussi chancelier des universités publiques. Des responsabilités que le chef de l'État considère comme des reliques dont il doit être débarrassé. Si ces fonctions multiples sont d'ailleurs considérées par des observateurs comme le point d'entrée à des dérives dictatoriales, la réduction des pouvoirs suffit-elle pour un renouveau démocratique ? Le souhait du nouveau président malawite de réduire ses pouvoirs est un geste à saluer, mais se limiter à cela ne serait pas bénéfique pour le Malawi. Il faudrait procéder à une véritable modification de la Constitution pour équilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et les législatifs. La réduction des pouvoirs présidentiels reste néanmoins dans les mains du Parlement. L'instance qui, Covid-19 oblige, ne rouvrira qu'en septembre prochain, a en effet le pouvoir de réduire les fonctions présidentielles, ce que le président Lazarus Chakwera a invité les populations à exiger de leurs institutions gouvernantes. Également dans l'actualité au Tchad, le militant des droits de l'homme, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, dénonce un abus de pouvoir. Ce dernier occupait jusque-là le poste de secrétaire général au sein de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme qu'il a créée en 2011 avec d'autres militants.
mais il a été suspendu de ses fonctions le 12 août suite à une ordonnance signée par le président du tribunal de grande instance de N'Djamena. Si officiellement sa suspension est liée à un différend avec un ancien membre de la Convention, l'activiste, lui, dénonce une décision prise par les autorités tchadiennes pour, selon lui, le démettre de la tête de cette organisation. De son côté, le gouvernement dément toute implication. Mahamat Nouramed Ibedou a 2 semaines pour faire appel de cette décision. La circulation illicite d'armes préoccupe les gouvernements africains qui sont confrontés à de plus en plus de décès liés à l'utilisation abusive et inappropriée de ces équipements, raison pour laquelle la République démocratique du Congo et l'Éthiopie ont décidé de mener une campagne d'enregistrement des armes à feu privées. Le but, limiter la possession d'artillerie pour endiguer la montée des violences ethniques régionales. Les précisions de Paul-Marcel Maïdi. En République démocratique du Congo, le gouvernement envisage de réduire les violences armées, mais aussi lutter contre la criminalité. De ce fait, le ministère de l'Intérieur accorde 3 mois à tout détenteur d'armes à feu pour se présenter devant les offices de la Commission de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée. Cette action intervient quelques jours après que les députés de l'Ituri, préoccupés par la montée de l'insécurité dans le pays, aient dénoncé la prolifération illicite des armes à feu au sein de la population. Il est donc évident aujourd'hui que lorsqu'on fait un constat général de l'échec des programmes de désarmement, démobilisation et de réinsertion des anciens combattants, que ce soit en Angola, en Mozambique, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, tous les programmes de DDR se sont sanctionnés par des échecs tout à fait évidents. La cause essentielle, c'est la circulation illicite des armes à feu sur le continent africain. Donc si un processus d'immatriculation, de codification, d'enregistrement des armes à feu venait être réalisé, cela va contribuer de manière substantielle au maintien de la paix et de la stabilité sur le continent africain. Dans la même lancée, le gouvernement éthiopien a annoncé le début dans les prochains jours de l'enregistrement des armes à feu privées. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'administration et le contrôle des armes adoptée en janvier 2020. Selon la législation promulguée pour contrôler et administrer les armes à feu illégales en Éthiopie, ceux qui possèdent des armes à feu devraient enregistrer leurs armes dans 2 ans afin d'être légalisés. Le ministère a fait des efforts pour mettre en œuvre la législation en collaboration avec les forces de sécurité et d'autres acteurs concernés. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les armes à feu circulent facilement et sans contrôle dans toute l'Afrique. Une situation qui sera à l'origine de nombreux conflits comme au Mali, au Soudan et en Libye, à en croire l'Office onusien. Leur prolifération dans la région sahélo-saharienne ne fait qu'empirer la forte menace terroriste dans cette zone. Le budget régional de 2020-2021 de la Communauté de l'Afrique de l'Est a été approuvé lors de la 41e réunion virtuelle extraordinaire du Conseil des ministres de la dite organisation. Il s'élève à un peu plus de 97 millions de dollars. Ces fonds devraient servir à renforcer la sécurité alimentaire, stimuler le développement économique ou encore promouvoir la bonne gouvernance régionale. Nélé Claude Bessa. 97,6 millions de dollars, c'est le budget annuel 2020-2021 arrêté pour la gestion de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. D'après le Conseil des ministres de la Communauté, ce budget couvrira les dépenses récurrentes et de développement de 3 organes et institutions de la Communauté pendant l'exercice susmentionné. Sur le montant total, 55,6 millions de dollars proviendront des États partenaires de la Communauté, tandis que les partenaires au développement apporteront 41,9 millions de dollars. Ce budget, me semble-t-il, est un budget réaliste. Il a été négocié par les États en tenant compte du contexte difficile sur le plan économique et sur le plan financier. Durant l'exercice 2020-2021, la communauté se concentrera sur l'amélioration de la productivité agricole pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région, la promotion de la paix, la sécurité et de la bonne gouvernance régionale et la transformation institutionnelle au niveau régional et des États partenaires. Le contexte est certes difficile, mais on peut faire confiance à ces États pour faire en sorte que ce budget, qui est ambitieux pour le contexte, pour faire un travail de fond au cours de l'année qui arrive, en tenant compte naturellement des difficultés aujourd'hui sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan financier.
Précisons que pour l'exercice 2020-2021, la communauté de l'Afrique de l'Est envisage améliorer le développement industriel régional par des investissements dans les secteurs prioritaires clés, le développement des compétences, le progrès technologique et l'innovation pour stimuler le développement économique. Le Soudan va bénéficier d'une subvention de 45 millions de dollars pour améliorer l'accès des populations aux infrastructures de base. Ces fonds serviront aussi à renforcer les institutions communautaires. Ce projet devrait être bénéfique à plus de 600 000 citoyens répartis dans 21 des 79 comtés que compte le pays. Nélé Claudé-Bessa. Amélioration de l'accès aux infrastructures de base et renforcement des institutions communautaires au Soudan du Sud. Le pays a perçu un investissement de 45 millions de dollars de la Société financière internationale pour le renforcement de la résilience communautaire et la gouvernance locale. Ce sont 630 000 Sud-Soudanais qui bénéficieront de ce projet. Le Soudan du Sud traverse une période de transition critique. Le projet contribue à améliorer l'accès des personnes aux services d'une manière plus inclusive et équitable. Le projet contribue également à la construction d'une structure institutionnelle nationale au niveau local pour une prestation de services plus inclusive. Des années de conflits et de catastrophes naturelles ainsi que la pandémie de coronavirus ont eu un effet dévastateur sur l'économie et la population du Soudan du Sud. Des millions de Sud-Soudanais ont été déplacés et les infrastructures sociales et physiques déjà rares ont été endommagées, affaiblissant les institutions formelles et informelles. Cette démarche vise à réduire d'abord la dépendance de cette économie vis-à-vis du pétrole, relancer si possible la compétitivité du secteur agricole dans le but de baisser les tensions sociales visant à optimiser la rentabilité économique. Les experts révèlent que plusieurs Sud-Soudanais n'ont pas un accès adéquat aux services de base. Seulement 1% des ménages ruraux ont accès à l'électricité et 5% bénéficient d'un assainissement amélioré. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, les communautés locales du centre du pays ont remporté le 11 août une victoire et un grand signe d'espoir après que le gouvernement ait décidé d'annuler un décret mettant en danger 68 000 hectares de la forêt d'Ebo. Cette forêt qui s'étend sur 1400 km est l'un des rares espaces boisés encore vierges sur la planète. Mais il est depuis des années menacé de déforestation. Le gouvernement avait décidé au début de l'année 2020 de livrer cette forêt aux exploitants forestiers pour la création de concessions. Mais les autorités camerounaises ont visiblement fait un rétro-pédalage, un soulagement pour les populations locales et pour la société civile qui militait contre les prémices de ce projet. Gros plan sur une maladie orpheline, peu exposée et pourtant dévastatrice puisqu'elle est cause de mortalité dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Il s'agit du noma, une infection qui n'est pas contagieuse ni héréditaire mais qui touche particulièrement les enfants de 2 à 6 ans. Pour tenter d'éradiquer cette maladie, un projet dénommé Agir pour le noma a été lancé dans 10 pays d'Afrique. Le Cameroun en fait partie. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. L'ancienne gloire du football, Roger Mila, monte au créneau pour sensibiliser l'Afrique contre le noma, une maladie oubliée due à l'extrême pauvreté et qui tue près de 90% de ses victimes, notamment les enfants de 2 à 6 ans. La campagne lancée à Yaoundé vise la mobilisation des fonds afin de construire des infrastructures de traitement du noma, parmi lesquelles un hôpital de référence régional. Justement, ces dirigeants africains, nous comptons sur eux. Nous comptons sur eux pour qu'ils puissent mettre cet hôpital de référence, soit au Cameroun, soit dans n'importe quel pays. Parce qu'ils vont sûrement dire que pourquoi encore au Cameroun. Ce n'est pas que nous jalousons les autres pays, mais c'est que c'est un pays le Cameroun est un pays qui est très accueillant, qui sait recevoir les gens. C'est pour ça que nous avons
choisi le Cameroun pour cet hôpital de référence. Le Noma est une maladie orpheline qui touche près de 140 000 enfants dans le monde. Grâce à la sensibilisation, elle peut être évitée et soignée au bout de 3 jours après un dépistage précoce. L'objectif de la Fondation Noma est donc d'agir avant les complications de la maladie. Ce n'est pas parce qu'un enfant est tout près qu'il peut attraper. La maladie n'est pas contagieuse, donc ça ne va pas toucher un grand nombre d'enfants en même temps quelque part. Mais ça va, une fois que ça arrive, l'enfant qui est là est rapidement stigmatisé puisque en général on se demande d'où ça vient, pourquoi lui, voilà. Est-ce que c'est un sort, est-ce qu'on lui a jeté un sort, est-ce qu'il est sorcier, quand il survit, même si c'est encore plus dramatique parce que les visages, vous ne pouvez pas regarder. La Fondation Noma est une initiative de levée de fonds pour mettre fin à la maladie du Noma qui laisse les enfants sans visage. Le projet de construction de l'hôpital de référence régional est donc une aubaine pour ces malades. Le système éducatif ivoirien a perdu en efficacité. Le taux de réussite à l'examen du brevet d'études du premier cycle est passé d'environ 57% en 2019 à près de 53% en 2020. Le nombre d'admissions à cet examen a donc diminué de près de 4% en un an. Certes, il y a eu la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, mais est-ce suffisant pour justifier cette perte de vitesse? Élément de réponse avec Ange Noménio. L'éducation ivoirienne a du chemin à faire. Les résultats enregistrés au cours de cette année n'ont pas été probants. Cela s'illustre notamment par un taux de réussite de 53,17% au BEPC. Pour beaucoup de spécialistes, cette situation est due en partie à la crise sanitaire liée au Covid-19. D'autres raisons, comme l'abandon des parents d'élèves et les grèves salariales, expliquent également cette contre-performance de l'éducation ivoirienne. L'éducation nécessite beaucoup de paramètres. C'est l'effort conjugué à la fois de l'État, des enseignants et des parents d'élèves. Malheureusement, le constat le plus pertinent que nous faisons, c'est qu'il y a la démission des parents d'élèves vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'un enfant qui va à l'école, le rêve ou bien le vouloir de son parent, c'est qu'au sorti de ces examens, de ces diplômes, il faut que l'enfant puisse intégrer le monde professionnel. Des gens ont le baccalauréat, ont la licence, ont le master, eux n'ont pas de travail. Pourquoi? Le taux de chômage ne fait que grandir. Ça décourage les parents d'élèves. Donc les parents d'élèves ne mettent plus vraiment de la considération, du crédit à l'éducation ivoirienne. Des efforts ont tout de même été menés par le gouvernement ivoirien pour redresser le système éducatif. Des campagnes de sensibilisation ont été déployées à l'intérieur du pays pour encourager les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école. À cela s'ajoute la construction d'infrastructures scolaires. L'État d'abord a interdit que les enfants soient mis à la tâche de l'agriculture. L'État a sensibilisé les parents sur l'importance de l'école en créant dans certaines localités de nouvelles écoles privées, de nouvelles écoles publiques. Cette motivation de l'État, cet engagement de l'État de créer de nouvelles infrastructures scolaires, de nouvelles écoles dans les zones reculées, a quelque part motivé les parents. L'État ivoirien a du pain sur la planche. Entre grève des enseignants et baisse des résultats, le chemin à parcourir reste encore très long. De nouvelles mesures d'accompagnement devraient permettre de booster le système éducatif. Le coronavirus a des conséquences sans précédent dans le monde sur le plan humain. Ce sont près de 20 millions de personnes à ce jour qui ont succombé à cette maladie. Les victimes collatérales sont nombreuses et c'est notamment le cas en Sierra Leone où l'épidémie de Covid-19 a engendré l'abandon dans les rues de milliers d'animaux domestiques. Les explications d'Ashley Duprat. Alors que dans le monde, le Covid-19 fait des millions de malades, les victimes collatérales du virus sont tout aussi nombreuses. En Sierra Leone, la lutte contre le coronavirus a obligé le gouvernement à imposer un confinement, laissant des milliers de chiens livrés à eux-mêmes. Et l'un des rares vétérinaires de Freetown, la capitale, se bat pour leur survie. Si on ne les aide pas, qui les aidera? Nous sommes des êtres humains. Quand vous regardez un chien qui souffre, imaginez un être humain qui souffre. Nous ressentons tous la même douleur. Quand on voit un chien souffrir, c'est très préoccupant, il faut l'aider. Et c'est pourquoi la Animal Welfare Society est là. Abandonnés sur les plages, privés de nourriture parce que les restaurants ont dû, Covid-19 oblige, baisser leurs rideaux. De multiples facteurs qui ont fait de Freetown la ville la plus peuplée de chiens errants, bien trop souvent maltraités. Une situation sur laquelle la Sierra Leone Animal Welfare Society cherche à sensibiliser le grand public. Les gens n'amènent pas leurs chiens à la clinique vétérinaire pour la stérilisation ou la vaccination.
Et donc, avec juste une simple gale ou un problème de peau, les gens en ont assez et abandonnent leurs chiens à la plage comme des potoirs. Si ce n'est pas la première fois que la SLAUS mène des opérations à destination des chiens errants, le contexte de pandémie actuelle fait entrevoir à l'institution une lueur d'espoir quant au financement de ces campagnes. Le Mozambique vient s'ajouter à la liste des pays qui ont décidé de bannir l'utilisation des sacs plastiques en Afrique. Cette politique sera effective dès 2021, mais cette mesure est loin d'être radicale puisque certains secteurs d'activité seront épargnés par cette interdiction, notamment la santé, l'agriculture ou encore la construction. Plus de détails avec Ashley Duprat. Les sacs plastiques interdits d'ici 2021 au Mozambique. Une décision annoncée à l'occasion du Conseil national pour le développement durable par la ministre des Terres et de l'Environnement du pays, Yvette Maïbassé. Il s'agit d'une mesure conforme aux engagements nationaux et internationaux que le gouvernement du Mozambique a pris, concrétisé dans les objectifs de développement durable et le programme gouvernemental quinquennal visant à renforcer la gestion et le contrôle du sac plastique. L'interdiction des sacs plastiques n'est pourtant pas nouvelle au Mozambique. Déjà en 2009, les autorités de la capitale Maputo envisageaient de bannir les sacs plastiques. Mais à cette époque, l'argument n'était pas environnemental mais plutôt économique. Le pétrole étant nécessaire à la fabrication de sacs plastiques, les autorités espéraient ainsi pouvoir, en interdisant ces sacs, réduire leur consommation en pétrole. Depuis, la donne a changé. Interdire les sacs, la production des sacs plastiques et leur usage peut avoir des conséquences au niveau économique pour l'industrie ou les entreprises qui fabriquent justement ces sacs. Deux, il y a l'enjeu de l'importation de ces sacs et donc qui peut permettre là pour le coup de faire des économies. Enfin, l'enjeu, l'environnement qui est un enjeu majeur parce que le plastique pollue et met du temps justement à se dégrader. Et donc s'il y a cette interdiction, cette loi passe, ça serait un pas en avant dans le sens de la protection de l'environnement et de la santé. Une exception sera toutefois faite pour les emballages alimentaires, le conditionnement des déchets solides, ainsi que les sacs utilisés dans les secteurs de la santé, des mines, de l'agriculture et de la construction. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.